d'abord, pour me présenter, donc j'ai 44 ans, comme ça, oui c'est ça. Et voilà, j'étais ordonné en 2001. Et je suis, comme Anne Coffinier l'a dit, prêtre diocésain, mais direct aussi, je n'ai pas simplement une sorte de fonction religieuse et cléricale. J'ai un peu une fonction civile en même temps, et c'est assez original comme type de travail qui m'a été confié, puisque je suis directeur du patronage du Bon Conseil. Ça ressemble un peu à une PME, à 80 salariés, il y a 300 bénévoles pour 3300 adhérents, dont à peu près 2800 jeunes. Voilà. Et le patronage du Bon Conseil est un des plus vieux, pas le plus vieux, mais un des plus vieux patronages de France, qui a un peu plus de 120 ans, et qui est un lieu assez original, à la fois dans l'histoire des patronages en France, et aussi un peu de l'éducation. Alors, je peux vous parler au titre du fait que je suis prêtre. Pour ceux qui ne sont pas catholiques, cela évoquera peut-être moins de choses. Mais je peux aussi vous parler au titre de cette mission qui m'a été donnée par l'Église, mais qui me met dans une situation de direction et d'éducation, et qui peut-être évoquera plus de choses pour ceux qui ne sont pas catholiques. Voilà. Et j'espère que mon propos, du coup, pourra éclairer et apporter des éléments aux uns et aux autres. Voilà. Même si je ne suis pas schizophrène, je ne fais pas du dédoublement de personnalité, je suis bien dans mon sacerdoce, dans mes pompes, dans mon col romain, tout ça, enfin voilà, j'assume tout ce que je suis, hein, mais j'espère aussi que ceux qui ne sont pas de confession catholique pourront recueillir des éléments nourrissants pour eux, ou si ça n'a pas été le cas, il faudra vraiment qu'ils viennent me le dire avant de me jeter des tomates, quoi. Voilà. Voilà, ce sera bien involontaire en tout cas. Je voudrais commencer par juste un petit témoignage. Ça s'appelle une captatio benevolentiae, on dit, ça, pour capter l'attention des gens. Voilà. Un petit témoignage. En fait, j'ai commencé à me trouver dans une position d'éducation quand j'avais l'âge de 16 ans. Et finalement, un peu malgré moi, parce que j'avais été volontaire. Alors j'étais dans ce quartier, moi j'étais dans l'ouest parisien, les beaux quartiers, tout ça. J'ai été volontaire pour une petite mission dans l'est parisien, près de la gare de Lyon, dans un patronage, pour préparer au baptême des enfants en âge scolaire. Alors pour moi c'était un truc sympathique et facile, mais je sentais bien qu'il y avait un petit challenge et j'y suis allé. Et je me suis trouvé dans un milieu social qui était diamétralement opposé au mien, et dans un patronage où 90% des enfants étaient de familles éclatées, et avec un melting pot social et culturel considérable. Patronage, quand on emmenait 150 enfants en colonie de vacances, pendant 3 semaines, il y en a, ils arrivaient avec un petit sac à dos grand comme ça, pas de bagages, ils payaient quasiment rien, et puis avec des drames assez considérables. Et j'étais propulsé dans ce milieu. Et alors un enfant que j'ai préparé au baptême, voilà, ils étaient prêts pour le baptême, j'arrive à la cérémonie et il n'y avait personne de sa famille, mais personne. Voilà. Et donc le prêtre me dit, tu vas être son parrain. Alors, sur place, il m'a dit, j'ai pas de parrain, il n'y a pas de parents, il n'y a pas de frères et sœurs, il n'y a personne, tu vas être le parrain. Bon. Donc je me suis retrouvé à 16 ans, parrain de baptême. Et ça a été pour moi une expérience pas seulement spirituelle, c'est une expérience au niveau psychologique, affectif, humain, enfin à tous les niveaux, si vous voulez, qui m'a bouleversé, parce que cet enfant était orphelin de père, sa maman était une femme handicapée, mentale, qui avait été violée, et il n'y a pas de père, et la maman était placée dans un centre, et il se trouvait en famille d'accueil, placée par le juge des tutelles, dans une famille qui était musulmane, une famille qui l'éduquait remarquablement bien, et qui l'emmenait tous les étés en Tunisie pour qu'il puisse partir en vacances. Voilà, et puis il avait 3 semaines de colo avec le patronage, et puis 1 mois en Tunisie. Voilà, et c'était un enfant totalement hors sol, en fait, et déraciné. Et je me suis trouvé à 16 ans et 17 ans, à me dire « Vincent, tu es papa ». Alors, c'est quelque chose, une sorte d'évidence qui m'a percuté le cœur et l'esprit. Et jamais je n'aurais imaginé. C'est-à-dire, j'ai éprouvé
quelque chose de l'expérience paternelle. Je me suis senti un cœur de père, et pas simplement de grand frère, pas simplement d'animateur de colo, je me suis senti un cœur de père. Voilà. Et à 17 ans, c'est quand même un tout petit peu particulier, mais c'était une sorte de conviction qui s'est gravée dans mon cœur de manière très fulgurante et très, une sorte d'évidence très certaine. Voilà. Et donc je me suis senti une sorte de vraie responsabilité vis-à-vis de ce garçon, et j'ai vu combien ça m'avait... j'ai été témoin en direct en quelque sorte de ce que ça me transformait, de ce que ça générait chez moi. J'avais déjà le projet d'être prêtre, mais petit à petit s'est imposé avec une certaine force le fait que je ne serais pas un prêtre juste prêtre. Il devait y avoir quelque chose de l'éducation qui serait lié à mon ministère de prêtre. Je ne savais pas comment, et je ne soupçonnais pas qu'un jour ce serait effectivement le cas. Enfin, voilà, parce qu'à 18 ans, je ne sais pas que je serais prêtre directeur du Bon Conseil. Hein, je ne m'appelle pas Madame Soleil. Hein, et donc, voilà. En fait, j'ai été formé par le BAFA, ensuite pour être animateur dans ce patronage. J'ai reçu une formation BAFA absolument calamiteuse, mais j'avais autour de moi, dans ce patronage, des éducateurs qui étaient des types impressionnants, des gens qui avaient donné leur vie pour les jeunes. Il y avait un gars particulièrement, qui est toujours vivant, qui s'appelait Jean-Jacques, qui était un homme qui a consacré sa vie pour ce patronage. Il était rentré à l'âge de 6 ans dans ce patronage, il en avait 45 ans et il n'avait jamais quitté. Et il avait décidé de ne pas se marier et de consacrer sa vie pour cette jeunesse. Voilà. Et il était lui-même un peu l'héritier d'un autre qui était là, qui avait à ce moment-là déjà 80 ans, il s'appelait Jean Finjean, qui était là à la fondation du Bon Conseil en 1905 et qui avait fait pareil. Voilà. Et ces deux personnages avaient formé des générations d'éducateurs incroyables qui étaient de ce milieu très très modeste, mais qui étaient des éducateurs remarquables, voilà. Qui étaient des animateurs hors pair, qui savaient mener un groupe d'enfants de manière avec un charisme fou, avec des compétences aussi en termes de techniques d'animation, des techniques de jeu, avec tout un savoir-faire qui s'était transmis de génération en génération dans les patronages. Avec des méthodes qui étaient un peu considérées comme à l'ancienne, mais qui faisaient leurs preuves et qui donnaient à tous ces jeunes qu'on recevait un cadre vraiment, véritablement porteur. Et ça a été pour moi une sorte de premier bain, en fait, qui m'a beaucoup marqué. Voilà. Deuxième petite expérience, c'est que quand j'ai quitté ce patronage, pour diverses raisons, un prêtre un jour m'a pris et m'a dit « Vincent, moi je suis curé de paroisse, mais je n'ai jamais fait de catéchisme de ma vie, je ne me suis jamais occupé d'enfants, je ne sais pas comment ça marche un enfant, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Et j'ai besoin d'aide, toi tu as fait des trucs, tu vas habiter au presbytère si tu veux bien, et puis tu vas m'aider là-dessus, parce que moi je suis incompétent. » Voilà. Et j'avais 20 ans, voilà. Et j'avais un adulte, prêtre, ce qui pour moi représentait certains modèles, etc. Puis quelque chose, je voulais être prêtre, donc forcément, j'ai une certaine admiration, et qui me demandait de lui apprendre quelque chose, et qui me donnait une place incroyable pour créer un patronage dans sa paroisse de toute pièce. Voilà. Et qui me donnait des moyens économiques, enfin, voilà, et qui me faisait confiance. Voilà. Et pour moi, c'était finalement une autre étape. Il ne savait pas faire, mais il savait laisser faire. Voilà. Et il savait donner à faire. Et puis, il m'a laissé du coup faire, mais il m'a laissé me planter aussi, forcément. Et avec la miséricorde d'un père, il m'a permis, finalement, de me planter. Voilà. Voilà. Ces évocations ne sont pas que pour que je vous raconte ma vie, mais pour vous dire quelques petits ingrédients, quelques petites choses qui ont marqué mon itinéraire. Et puis, je finis avec cette troisième anecdote. Quand j'ai été prêtre, je me suis retrouvé aumônier d'une école. Et j'étais, alors moi qui ai toujours été un cancre, j'ai toujours été dernier de classe, j'ai jamais aimé l'école. Je suis désolé de dire ça devant cet auditoire. Eh bien, mais dans ma famille, on est des cancres de père en fils, comme ça, et tous mes frères et sœurs aussi, on était nuls. Voilà. Mais on a tous une passion pour l'éducation. C'est marrant, on est plusieurs de mes frères et sœurs à travailler dans l'éducation. Et alors, j'étais aumônier d'une école,
Et j'ai vraiment bien accroché avec le corps enseignant, j'ai très bien accroché avec la directrice, et de certaine manière, c'était un peu l'école sous contrat dont on pouvait rêver, c'est-à-dire avec une collaboration parfaite, je pouvais rentrer dans les classes quand je voulais, recevoir les élèves quand je voulais, je pouvais sortir de cours même pendant un contrôle pour aller me parler, ce qui les arrangeait bien. Enfin, bon, voilà, je pouvais être à la cantine, en salle des profs, tout ça, enfin, c'était génial. Et puis, j'accompagne des voyages scolaires. Voilà. Et ces institutrices avec qui je m'entendais remarquablement bien, avec qui on parlait des élèves, avec qui on parlait des familles en souffrance, avec qui voilà. Et on part en voyage scolaire. Et là, je suis un peu tombé de quelques étages parce que elles étaient vraiment géniales. Et comme institutrice, moi j'aurais eu des instituts comme ça, peut-être que j'aurais aimé l'école, quoi. Enfin, c'était vraiment super. Mais elles étaient absolument nulles en animation. Elles étaient mais royalement incompétentes. Voilà. Et alors, animer un autocar avec plein d'enfants, c'était plus la classe, quoi. Et là, il n'y avait plus personne. Voilà. Animer l'arrivée dans un centre de colonie-vacances pour un voyage dans les forêts bretonnes, tu vois, et elle ne sait pas gérer l'entrée, l'installation dans une chambre. Et puis, quand elles installaient un élève, il y avait 60 élèves dehors qui faisaient n'importe quoi, en train de s'entretuer au bord d'un lac, quoi. Puis, voilà. Et alors, c'était cataclysmique. Là, j'étais sidéré, quoi. Voilà. Et voilà. Pour vous dire, alors ça a un peu nourri ma réflexion. Moi, je ne suis pas un théoricien de l'éducation. J'ai jamais lu un livre d'éducation. Ça me tombe des mains, ça m'ennuie prodigieusement. Je sais juste un peu faire la théorie de ma pratique. Et j'ai essayé de faire des choses. Et c'est un peu ça dont je voudrais vous parler. Mais vous voyez, tout ce que je vous dis, tout ce que je vais vous dire, en fait, est nourri un peu de tout ça. Et de 1000 autres expériences, rencontres et petites expériences du quotidien. Je vis aujourd'hui à 100% dans une maison qui fait de l'éducation. Voilà, 100% de mon emploi du temps est dédié à ça. Et à peu près 30 à 40% de mon temps est dédié à faire de la formation. Formation BAFA, formation d'animateur en interne du Bon Conseil, formation BFD aussi, brevet de directeur, et puis des formations sur l'éducation affective et sexuelle dans le cadre d'un module que j'ai créé qui s'appelle l'école de l'amour. Donc voilà, ça vous donne juste le portrait enfin, la typologie du propos que je tiens à vous donner et qui n'est pas un propos d'expert, j'ai aucune expertise et qui est juste le propos d'un éducateur qui est heureux de le faire. Encore une fois, si dans éducateur vous voulez entendre la paternité sacerdotale, eh bien ça me réjouit que vous l'entendiez ainsi, et si ça n'évoque rien pour vous, au moins entendez dans éducateur beaucoup de choses qu'on peut y mettre. Alors, je voudrais dire 2-3 petites choses. D'abord, notre propos ce soir, c'est être éducateur. Et ça suppose de réfléchir sur notre être. Un éducateur, quelqu'un qui est impliqué. On n'est pas éducateur à distance. On n'est pas éducateur avec des pincettes. On met les mains dans la pâte humaine. Et l'éducateur l'est avec tout son être. Et l'éducateur est un être qui du coup va au contact et qui se coltine la pâte humaine. Mais alors, j'aime beaucoup une petite phrase de saint Paul dans la lettre aux Éphésiens, quand il dit, vous savez, au chapitre 6, c'est une phrase qui aime beaucoup les enfants quand ils l'entendent à la messe, parce que ça commence par le thème, vous savez, n'exaspérez pas vos enfants, etc. Bon, et après, ça tourne mal pour eux. Enfin, il dit, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les, voilà, en les corrigeant et en les instruisant, inspirés du Seigneur. Et pour moi, c'est intéressant de se dire, mais en fait, quand on éduque, on est toujours inspiré par quelque chose, qu'on le veuille ou non. Et on a le droit de corriger, on a le droit d'instruire, on a le droit de reprendre, on a le droit de réprimander, mais pour faire ça, il faut toujours se poser la question de savoir qu'est-ce qui m'inspire. Et un éducateur a toujours une source d'inspiration, qui va être forcément son histoire, ce qu'il est, 1000 choses. Mais vous voyez, il me semble une chose intéressante, c'est qu'un éducateur est quelqu'un qui doit se connaître et qui doit pouvoir mettre des mots sur ce qui l'inspire. Je vous prends un exemple. J'organise un jour avec la directrice de la fameuse école dont j'étais aumônier, qui était une école primaire, une rencontre sur l'entrée au collège. Là, 100% de présence des parents. C'est pas comme pour les réunions pour le catéchisme.
parce que là, on était au mois de novembre, vous voyez, c'était la rentrée au collège, normalement pour septembre prochain, les parents sous pression, dans quel collège je vais mettre mon fils, ma fille, voilà. À peu près comme pour les rallyes, vous savez, complètement stressés, les parents. Et donc, et alors, la tradition, c'était que des directeurs venaient vendre leur collège. Et donc, chacun faisait son marché. Et on n'en pouvait plus avec la directrice de ce système, et on a invité personne, et ils se sont trouvés, les pauvres, en face du père de Mello. Et je leur ai lu l'Épître aux Éphésiens. Et je leur ai dit, vous allez choisir une école pour votre enfant, qu'est-ce qui vous inspire ? Mais il y a plusieurs choses qui peuvent vous inspirer. Ça peut être parce que vous avez réfléchi sur ce qu'est votre enfant et que vous voyez en fonction de lui le collège qui lui est adapté, et parce que vous visez la croissance de cet enfant et que vous voulez adapter le milieu dans lequel il va être plongé à ce qu'il est. Ça peut être le fait que vous avez fait cette école et qu'elle vous a plu, ou que vous auriez aimé la faire et que ça vous a plu, qui va être la stratégie secrète qui inspire votre décision. Peut-être d'ailleurs que c'est un bon choix. Mais vous voyez, on peut faire un choix pour une mauvaise raison, pour une mauvaise inspiration. Parfois, on fait des bons choix pour de mauvaises raisons. Et qu'est-ce qui va passer dans l'acte éducatif que vous allez poser ? C'est ce qui vous inspire. Peut-être qu'il faut le mettre à Saint-Jean-de-Passy, mais pas pour la raison pour laquelle vous avez décidé de l'y mettre. En fait, il faut soi-même démasquer un petit peu les stratégies et ceux qui nous inspirent dans nos décisions éducatives. Voilà. Si j'envoie mon fils faire un stage linguistique, si j'envoie mon fils faire du sport, quelle est ma décision éducative ? Qu'est-ce qui m'inspire ? Voilà. Est-ce que c'est du conformisme ? Est-ce que c'est parce que je pose un acte éducatif réel, qui a une densité, qui a un contenu ? Voilà. Donc, vous voyez, première chose, c'est l'éducateur est quelqu'un qui, forcément, dans son action, va être inspiré. Et il faut savoir qu'est-ce qui nous inspire. Alors, Saint Paul, il dit dans le Seigneur. Donc, si on est un homme de la Bible, on dit, forcément, être inspiré par le Seigneur, ça va contenir tout un contenu de prière, d'appel de l'Esprit Saint, de tout un tas de choses fort riches et nécessaires. Mais c'est petit chose. Ensuite, la source d'inspiration, c'est pas le tout. Il y a l'être de l'éducateur. Il est impliqué dans son unité de vie. Moi, j'explique à mes animateurs que je suis content qu'ils se comportent bien dans le bon conseil, mais que si sur le trottoir, ils se bourrent la gueule, ou qu'ils se tiennent mal, je ne suis pas content. Voilà. Et qu'en fait, il y a une cohérence de vie qu'il va falloir pouvoir porter. Et c'est sûr que si je me réfugie dans ma mission d'éducateur sur ma mission d'instituteur, d'enseignant, je peux me cacher derrière ça pour finalement justifier ou légitimer le fait que ma cohérence de vie n'est pas forcément engagée. Voilà. Mais qu'on le veuille ou non, moi il me semble quand même que quelqu'un qui est un enseignant a quand même une mission d'éducation et que cette cloison elle n'est pas si étanche que ça. Voilà. Et qu'il y a là une cohérence de vie, une unité de vie qu'il faut pouvoir porter. Voilà. Et puis enfin, dernière chose, l'être de l'éducateur, il doit pouvoir formuler ses finalités. En fait, qu'est-ce que je vise ? Quel est mon but ? Ducere, conduire vers. Et alors si les mots ont un sens, ça veut dire que je crois que l'homme est un être finalisé et que éduquer, c'est pouvoir aussi désigner une fin, désigner un but. Voilà. Ça m'amène à vous dire quelque chose sur, du coup, une manière particulière, enfin un postulat que je suis en train d'installer dans mon propos, qui est une ligne de démarcation certainement, avec beaucoup de formation d'éducateurs, et qui, à mon avis, du coup, va caractériser un peu cette formation d'éducateur qui va être proposée. C'était le philosophe Alain Reynaud et Alain Finkielkraut, un jour, qui débattaient ensemble à la Sorbonne, en l'an 2000, sur l'éducation, et qui faisaient le constat que l'éducation aujourd'hui est une éducation qui a revendiqué le fait et qui a la prétention, ce qui est une prétention un peu illusoire, mais qui a la prétention de ne pas être porteur de valeur, qui n'est pas censé donner un contenu, mais qui est censé donner des moyens. Alain Reynaud disait on est dans une éthique de la procédure. Donc, éduquer, c'est permettre à un jeune de connaître les bonnes procédures pour s'en tirer dans la vie. Voilà. C'est
finalement que les engrenages fonctionnent bien, que la tuyauterie soit bien installée, que la mécanique, qu'il sache qu'il ait les bons trucs pour grandir dans l'existence et finalement se débrouiller dans ce monde de brutes. Voilà. Et pour tirer son épingle du jeu. Mais ce n'est pas lui dire quel doit être ce monde. En vue de quoi il vit, dans quelle finalité il va se servir de faire usage de sa liberté. Et on a cette idée que l'homme libre, c'est quelqu'un qui est libre parce qu'il a les bons outils juste pour se débrouiller, mais sans lui dire finalement en vue de quoi il doit se débrouiller, ce qu'il doit faire de cette liberté. Et alors, transposition de ça, vous voyez, dans une formation BAFA, mes animateurs un jour reviennent d'une formation BAFA, avant que du coup je décide de lancer une formation BAFA. Un formateur leur dit, mais vous devez pas demander à un enfant de bien se tenir à table ou de finir son assiette. Vous devez juste veiller à sa sécurité alimentaire pour qu'il puisse faire les activités. Donc qu'il ait des menus équilibrés et qu'il ait juste le nécessaire pour se débrouiller dans l'existence. Mais si vous voulez qu'il se tienne bien à table, qu'il mette les mains sur la table et qu'il n'en mette pas partout et qu'il finisse son assiette, vous êtes là, à ce moment-là, porteur de valeur. Vous donnez un contenu éducatif, vous donnez un sens au repas et à l'alimentation. Et vous transformez en acte éducatif et vous surchargez l'acte éducatif d'une finalité, alors que vous n'avez pas à faire cela. Et on est dans une vision finalement dans laquelle l'éducation consisterait juste à outiller correctement les jeunes pour se débrouiller, mais pas à dire la finalité de ce qu'ils vivent. Voilà. Et on a l'impression dans ce type de théorie d'être renvoyé dans les années 70, si vous voulez, mais pourtant on est encore dans quelque chose qui est de cet ordre-là. Et j'ai encore entendu l'année dernière dans un BAFA que le jeune était auto-formateur de son projet de formation et qu'il était lui-même son propre éducateur. Voilà. Donc, vous voyez, il me semble que c'est intéressant, du coup, de nous-mêmes de pouvoir, quand on est éducateur, de dire, mais en fait, quelles sont mes finalités ? Qu'est-ce que je veux ? Parce qu'en fait, on a toujours une finalité. Et même quand on prétend ne pas vouloir en transmettre, on en a toujours. Et c'est là où il y a une sorte de petite dialectique, de petite tension qu'il faut pouvoir éclairer sur l'éducation et la liberté. Est-ce que finalement l'éducateur est quelqu'un qui va contraindre la liberté ou permettre à la liberté de se déployer ? Donc vous voyez, je dis, il me semble, l'éducateur a 3 questions à se poser. Qu'est-ce qui m'inspire ? Quelle est ma vie ? Quelle est mon unité de vie ? Quel lien y a-t-il entre l'éducation et ma vie ? Et puis ensuite, quelle est ma finalité ? Quelles sont mes finalités ? Il faut pouvoir les formuler. Et c'est un exercice précieux que de se livrer à celui-là, et qui est un exercice d'honnêteté. Il me semble, j'ai commencé à l'évoquer, qu'il y a une deuxième chose qu'on peut dire sur être éducateur aujourd'hui, c'est qu'il va falloir accepter de décloisonner le travail d'éducateur. On peut mettre beaucoup de choses dans l'éducation. Alors, éducation nationale, voilà. Bon, est-ce que c'est un lieu d'éducation, l'école aujourd'hui ? Est-ce qu'elle même se définit comme ça ? Vous connaissez ces débats. Il me semble qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Si on regarde l'histoire de l'éducation, particulièrement dans nos sociétés occidentales, on voit que l'Église a effectivement beaucoup porté d'institutions éducatives et que les plus grands éducateurs, les Saint-Jean-Baptiste de la Salle et Saint-Jean Bosco et Saint-Philippe Néri et autres, n'étaient pas des hommes cloisonnés. C'était des hommes qui avaient cette conscience qu'il fallait prendre tout l'homme, évidemment, de manière intégrale, et qui finalement considéraient qu'il n'y a pas de matière profane parce que leur motivation était religieuse, parce que leur motivation était spirituelle. Pour eux, tout avait valeur surnaturelle, tout était une manière d'élever l'âme. Et la qualité même d'exercer un certain nombre de disciplines en apparence profanes était encore un lieu d'exercice de la charité surnaturelle. Et il y avait chez eux une finalité, vous voyez, que j'ai ici, qui était bien définie. Il y avait du coup une pratique unifiée
Voilà. Et il y avait une source d'inspiration qui était effectivement bien identifiable. Et il me semble que c'est intéressant de réfléchir à ça, et on a réfléchi à ça avec Anne Coffinier, parce qu'on s'est lancé dans une expérience, le patronage du Bon Conseil avec une école, en mettant dans la boucle un ou deux directeurs d'établissements scolaires. Et on leur a dit, je leur ai proposé, je leur ai dit, écoutez, vous recrutez des pions, des surveillants. Très bien. Mais est-ce que, si vous voulez, on pourrait être un peu plus ambitieux ? On pourrait dire qu'on va arrêter de les appeler pions ou surveillants, on va les appeler éducateurs. Et on va mettre du contenu là-dedans. Et alors, vous êtes un établissement d'enseignement catholique. Ce que je vous propose, c'est que tous ceux que je vais vous envoyer comme éducateurs, vous les mettiez tous dans la pastorale, dans la catéchèse. Et que vous leur fassiez faire des permanences, surveillance de permanence, de colle, de ce qu'on veut de ça, mais que tous aussi vous les autorisiez à avoir avec eux des jeux et à jouer sur la cour. Et que tous fassent au moins une fois par an un voyage scolaire. Et qu'en fait, on décloisonne tout ce qu'on a cloisonné dans la vie scolaire, la pastorale, la surveillance de la cantine, etc. Et que j'ai dit, moi, je veux bien vous envoyer du monde, mais je veux qu'ils soient tous dans tout. Et que leur emploi du temps soit découpé de telle sorte que tous puissent faire de tout. Et à quoi est-ce que cela conduit cette expérience ? Ça fait qu'on a des éducateurs qui sont obligés, alors qu'ils ont 19 ans, 20 ans, et qui cherchaient un extra job d'étudiant, comme d'autres vont servir chez McDo, enfin voilà, ou faire des babysitting, ils se sont trouvés dans une position où ils ont dû assumer ces différentes postures éducatives. Et jouer sur la cour et mettre une heure de colle, c'est quand même pas pareil. Faire du catéchisme en témoignant de sa foi et puis organiser un voyage scolaire, c'est pas pareil. Mais ils ont dû assumer toutes ces postures éducatives. Donc forcément, ils ont dû prendre de la hauteur. Et eux-mêmes, ils ont dû mieux formuler ce qui les inspirait, travailler à leur unité de vie et définir leur finalité. Et alors, c'est assez rigolo parce que l'éducateur est venu me raconter un jour, il me dit c'est drôle, on avait des classes qui avaient déjà eu 4-5 heures de permanence dans la semaine, et donc ils s'étaient avancés, ils n'avaient plus de travail à faire, on ne pouvait plus les tenir en permanence. Donc j'aurais dit, on descend sur la cour et on va taper le ballon. Et juste avant, dans une permanence présente, il y avait un groupe d'élèves à qui il avait annoncé des heures de colle qu'il allait leur mettre comme sanction. Voilà. Alors ils tapent le ballon, et puis les élèves, à la fin du match, viennent le voir et dire « Bon, viens voir pour notre heure de colle ». C'est-à-dire qu'ils s'étaient vraiment amusés dans le jeu, mais ils avaient parfaitement assimilé, les élèves, que c'était le même qui était susceptible de mettre une heure de colle et de jouer avec eux. Et ils n'ont pas vécu comme une contradiction. Pour eux, cette unité était perceptible, cette unité de vie était perceptible, et il y avait une légitimité, une crédibilité de celui qui pouvait donner une sanction et qui pouvait jouer avec eux. Et puis, le même éducateur, quelques jours après, retrouve les mêmes jeunes au patronage du Bon Conseil. Alors, dans l'établissement scolaire, il appelle Monsieur Barre et il le vouvoie, et au patronage du Bon Conseil, ils disent Ludovic et le tutoie. On se dit, oh là là, compliqué cette affaire. Mais pas du tout compliqué. Compliqué dans la tête des adultes, mais pas du tout des jeunes. Pourquoi ? Parce que cet éducateur lui-même assume très bien d'être dans deux lieux différents, avec des fonctions et des missions différentes. Il a une autorité qui tient à sa fonction aussi. On a une autorité de fonction. On peut avoir une autorité de charisme, on peut avoir une autorité de compétence, et on a aussi une autorité de fonction. Et finalement, dans sa fonction, il faisait autorité dans l'école, et puis au patronage, il faisait autrement autorité, et exerçait autrement l'autorité, et jamais dans l'école, cela n'a nui à son autorité. Voilà. Vous voyez, il semble que l'expérience qu'on a commencé à vivre, et qui commence à se répandre, et tout juste, enfin on n'a pas inventé le fil à couper le beurre, puisque ce que je suis en train de vous décrire, c'est exactement ce que faisaient les frères des écoles chrétiennes, et ce que faisaient les jésuites dans les collèges jésuites, et ce que font les salésiens dans leurs établissements scolaires. Enfin, tout ça a une longue histoire, mais tout ça paraît surprenant. Et moi, je suis surpris que ça nous surprenne, parce que tout simplement,
nous sommes en train de présenter à notre jeunesse des adultes unifiés, qui portent une cohérence de vie, qui sont capables sur 2 lieux différents d'être des êtres cohérents. Voilà. Et qui, paisiblement, assument ces différentes positions avec ce qu'elles ont de contenu propre, mais c'est toujours la même personne, la même âme, le même être humain réel qui n'est pas hors sol, avec qui ils sont en contact. Là-dessus, voilà, vous êtes au courant de l'expérience de Montfermeil, le cours Alexandre Dumas. Je m'aperçois qu'on est sur quelque chose de tout à fait identique, ou à l'Académie musicale Notre-Dame de Liesse, où les professeurs font la vaisselle avec les élèves, ou mangent avec eux, et peuvent faire du sport avec eux, être dans la cour avec eux, etc. Enfin, voilà. On est dans un positionnement qui est exactement le même. Cela m'amène à 2 réflexions. D'une part, il me semble qu'il est riche, mais même urgent, comme éducateur aujourd'hui, comme urgence éducative, de construire autour de nos jeunes un monde cohérent, de redonner la vision du caractère plausible d'un monde cohérent, d'un monde d'adultes qui offre une certaine unité de vie, qui n'est pas en permanence dans des réalités cloisonnées où chaque discipline est hétérogène à l'autre. Alors quand on touche à la question de l'enseignement scolaire, on peut avoir, ça nécessiterait quelques remarques, mais c'est intéressant de réfléchir comment, même dans des établissements qui ont la prétention d'avoir une certaine cohérence de projet, un projet éducatif, comment des disciplines vont elles-mêmes brosser un panorama, un paysage, un monde totalement dispare. On va avoir une anthropologie particulière dans les disciplines scientifiques, on va avoir une autre anthropologie qui va apparaître dans les cours d'histoire, et puis une autre encore dans les cours de catéchisme. Et puis finalement un enfant, un jeune là-dedans va finalement zapper, passer d'un monde, d'un univers à l'autre, sans qu'il y ait de vraie réflexion cohérente du corps enseignant, interdisciplinaire aussi, sur le monde que l'on est en train de brosser et de leur dessiner. Et là, il me semble qu'il y a un immense chantier pour des enseignants et pour des directeurs d'établissement. Il n'y a pas des maths catholiques et il n'y a pas de l'histoire catholique, mais il y a une manière catholique certainement de faire des maths et de faire de la science et de faire de la littérature. C'est intéressant d'ailleurs quand on est des hommes de la Bible, l'interprétation d'un texte, on sait ce que c'est justement. On sait ce que c'est que faire de l'exégèse, c'est-à-dire interpréter, retrouver l'intention d'un auteur. Vous savez, j'utilise exactement les mêmes méthodes d'exégèse quand je fais un commentaire sur un film cinématographique devant des adolescents. C'est exactement le même procédé qu'il faut utiliser. Voilà. Une œuvre est une œuvre construite et il faut retrouver l'intention de l'auteur. Et je me plais, moi, à faire du décryptage de films, même de films d'action, etc., des Clint Eastwood, des ce qu'on veut, des thrillers, mais à les éduquer à l'interprétation du texte. Et il me semble que là, on les outille intellectuellement aussi pour lire intelligemment la Bible, et pas en fondamentaliste stupide. Voilà, en connaissant le genre littéraire, en s'intéressant à l'intention de l'auteur, etc., ce qui est la méthode basique de l'étude biblique. Voilà. Et donc, moi, je considère que justement, au travers d'une activité en apparence profane, je construis une intelligence qui va avoir une réelle, qui va être opératoire, qui va être féconde dans un autre champ disciplinaire, et qui va aussi pouvoir, par son intelligence, grandir dans sa vie de foi. Donc, il me semble qu'il faut que nous remettions en cause sur ce cloisonnement et que nous soyons et que nous réfléchissions à ce monde que nous voulons créer. Quand j'explique à mes animateurs du Bon Conseil comment prendre en charge un enfant quand on arrive dans un chalet pour un camp de ski par exemple, en colonie de vacances ou en camp, eh bien je prends du temps pour ça. Je leur dis mais qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez les accueillir, vous allez vous installer dans la chambre et vous allez leur apprendre à déballer leurs affaires pour les ranger dans les étagères. Mais quel est le message qui passe au travers de ça ? C'est que vous allez les faire rentrer dans un monde qui a une certaine organisation.
qui pose un cadre, qui offre une certaine sécurité, où les choses ont un sens. Sinon, si vous ne le faites pas, les enfants vont donner sens aux choses. Les enfants vont même choisir comment ils organisent la vie de la chambre. Et puis, il y a le caïd qui va prendre, parce que dans tout groupe humain, il y a la forte tête, qui va prendre le pouvoir dans la chambre. J'ai écrit un article il n'y a pas longtemps sur la guerre des cabanes. Intéressant, hein. J'ai passé plusieurs jours à observer sur la terrasse les cabanes. Voilà. Et quand on laisse les enfants entre eux, il y a les leaders qui se détachent. Puis il y a les alliances qui se font, il y a les trahisons. Et puis il y a tout un tas de choses qui sont en train de se mettre en place. Et donc, je dis, mais vous êtes des éducateurs. Donc, vous allez vous mettre au milieu de la chambre et déjà, significativement, vous êtes en train de faire passer un message. Ce message, ce n'est pas que vous allez écraser de votre présence ce qu'ils sont, c'est que vous allez, vous, être le garant de la justice et permettre à chacun d'être ce qu'il est. Vous allez être le juge de paix. Vous allez être celui qui va offrir un point d'équilibre. Vous allez, par la qualité de votre présence, par la douceur de votre parole, mais par la clarté de votre propos aussi, créer un monde juste et non pas livré à l'arbitraire. Vous allez les empêcher de tomber dans la barbarie. Vous allez du coup permettre aux plus faibles d'être reçus aux côtés des autres. Vous allez faire droit à quelque chose de beau et en les faisant vivre dans l'ordre et dans la propreté, et vous-même, en étant propre et en ayant une chambre d'animateur exemplaire, vous allez montrer que ce que vous dites est possible. Vous n'allez donc pas les mettre face à un monde impossible. Vous allez rendre plausible en rendant réel ce que vous leur demandez. Vous voyez, et donc les choses ont un sens, et vous, comme éducateur, par votre position dans une chambre, dans la vie quotidienne, par votre position à table avec eux, par la position que vous allez avoir dans le jeu, vous participez à la création d'un monde. Vous allez construire un certain monde autour d'eux. Et vous allez le qualifier, vous allez lui donner une qualité, vous allez lui donner une coloration, un parfum. Vous n'allez pas faire des choses extraordinaires, vous allez déjà commencer par les accueillir et par les installer dans la chambre. Et là, il y a beaucoup de choses qui vont être jouées. Et donc, en créant ce monde-là, finalement, on va permettre à des libertés d'exister. Si on ne le fait pas comme éducateur, si on ne tient pas notre place d'adulte, eh bien, les libertés qui vont exister sont celles de l'arbitraire et de la violence. On le sait pour toutes les sociétés, mais pour la micro-société d'une classe, d'une école, d'un patronage, d'une cour de récréation, c'est exactement cela qui se passe. Et si nous sommes juste des éducateurs, comme dans l'école où j'étais, où les institutrices et les surveillants étaient sur une galerie au-dessus de nous, mais jamais avec nous, au milieu de nous, alors, en fait, ce qui se passait là où nous étions, ils en étaient étrangers. Et quand les adultes sont étrangers du monde des enfants, quand ils sont à distance, eh bien, les enfants créent leur monde. Et les exemples sont pléthoriques d'enfants, finalement, en apparence encadrés, mais en fait livrés à eux-mêmes. Et c'est là où, quand je vous disais que l'éducateur, c'est quelqu'un qui est impliqué, qui est au contact, c'est absolument... on parle du harcèlement à l'école, vous voyez, il paraît qu'il y a 10 enfants des enfants en France qui connaissent le harcèlement, et j'ai pas honte de dire que dans le patronage du conseil, il y a du harcèlement. Parce que c'est le principe même de tout groupe humain, que finalement, là où les éducateurs sont absents, ce sont des rapports de force qui se mettent en place. Et que l'adulte est garant d'une certaine justice, d'un certain ordre, d'une vision du monde, et qu'il est là pour permettre, pour créer ce monde autour de ses enfants, et pour eux, et pour qu'ils croissent. Alors j'entends bien que, j'entends l'objection qui m'a été faite par un formateur BAFA, justement, qui trouvait que j'étais trop directif et trop dirigiste sur la manière d'éduquer, en donnant la bonne manière d'installer un enfant dans sa chambre, de vivre un repas à table, et qui disait mais c'est un monde coercitif et écrasant. Alors ça m'amène à vous parler du jeu. Quelque chose qui n'a rien à voir a priori avec tout ce qui vous intéresse, parce que le jeu c'est un truc qui est de peu de valeur.
Le jeu, c'est pour les gens pas sérieux. C'est pas sérieux, le jeu. Vous n'êtes pas à l'ILFM pour jouer. Vous voulez avoir un métier, faire quelque chose de sérieux, enseigner. Et puis, quand on est des gens sérieux et bien élevés, on arrête de jouer. Mon enfant, tu joueras plus tard. Voilà. Ou arrête de jouer, maintenant deviens une grande personne. Voilà. Eh bien, il me semble qu'il y a quelque chose d'important, une valeur importante que je voudrais plaider devant vous, c'est le jeu. Et si vous avez la foi, si vous êtes des hommes de foi et de la foi biblique, je voudrais plaider devant vous qu'on ne peut pas vivre dans une vie de foi sans jeu et sans être joueur. Je vais m'expliquer. Le jeu, c'est justement cette manière par laquelle nous contribuons à créer un monde dans lequel les enfants se prennent avec sérieux au jeu, parce que pour eux le jeu est une chose sérieuse, mais ils le font en même temps sans se prendre au sérieux. C'est-à-dire il est sérieux pour eux de jouer, il est indispensable et vital pour eux de jouer. Mais ils savent très bien quand ils sont dans le jeu qu'ils sont dans un jeu, quand ils jouent à la maîtresse, quand ils jouent à la marchande, quand ils jouent aux pompiers, quand ils jouent aux pirates, ils savent très bien qu'ils sont dans un monde imaginaire. Et simplement, on voit le sérieux avec lequel ils sont impliqués. La guerre des cabanes, je ne vous raconte pas, quoi. Hein. Alors, c'était très intéressant. Il y a ceux qui allaient sans vergogne piller la cabane d'en face, et puis ceux qui faisaient des munitions pour les batailles de cabanes, et puis ceux qui allaient essayer d'espionner les autres, ou tirer des agitateurs, qui allaient faire de l'agit-pop, et puis qui allaient essayer d'avoir des agents doubles pour espionner les autres cabanes et savoir ce qui se passait. On était dans un véritable univers, et ils faisaient les choses avec un certain professionnalisme, on peut dire, un sérieux incroyable. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement dans le jeu, ce que j'ai dû expliquer à mes éducateurs, c'est qu'il y avait plusieurs positions à tenir. Jusque-là, on les avait laissés jouer. Puis à un moment donné, l'adulte se réintroduit dans le jeu en jouant avec eux. Ce qui permet que certains débordements, certaines choses qui ont besoin d'être canalisées le soient. Ce qui n'est pas une manière d'éteindre leur créativité, ce qui était une manière de la finaliser, de la corriger, de la purifier, de la convertir. Et puis à certains moments où le jeu risquait de s'affaisser, le rôle de l'animateur, c'était de donner à jouer. Tiens, on pourrait dire que maintenant il y a des cartes magiques, et qu'on va se jeter des sorts, et que en plus il va y avoir des points, etc. Puis alors là, on relance, on donne à jouer, puis on leur donne, puis ils jouent avec. Et puis à certains moments, il faut faire jouer. Voilà. Et vous voyez, ces positions différentes, elles ne sont pas là pour imposer un monde préfabriqué, elles sont là pour permettre que le monde qu'eux-mêmes vont créer soit habité par des adultes, des êtres de référence, qui, par leur cohérence de vie, par leur présence, la qualité de leur présence, vont finalement amener ces enfants, au travers du jeu, à construire un monde qui va être beau, qui va être fait d'actes de bravoure, qui va être fait d'actes de don de soi, qui va être fait de sacrifices, qui va être fait aussi d'explications de vérité, parce que et à un moment donné, j'ai dû reprendre des enfants, non pas sur le fait qu'ils jouaient, et non pas sur le fait qu'il y avait la guerre des cabanes, mais sur la manière avec laquelle ils jouaient. Il y en a un, je lui dis, t'es un tyran, t'es juste un tyran, t'es Saddam Hussein. Voilà. Et il y a un moment donné, ça ne peut pas bien se passer dans ta cabane, c'est normal, ils se révoltent contre toi, c'est la révolte arabe. D'accord ? Parce que tu es un tyran. Et à un moment donné, d'accord, tu es un leader, d'accord, tu as un super tempérament de chef, mais il faut aussi que tu découvres qu'il faut que tu te fasses accepter, que tu as une légitimité pour être là. Et qu'il faut qu'ils puissent avoir confiance en toi. Il ne faut pas que tu les traites comme ça. Et intéressant parce que cet enfant, il a commencé à se découvrir sur un certain nombre de traits de caractère. Et puis au niveau spirituel, comme prêtre, je pense que j'avais aussi des choses à dire. Et on a vu la chose petit à petit se repositionner. Et puis nous, on a juste été là, et la guerre des cabanes a continué de manière passionnante, mais encore de manière éducative.
Le jeu, c'est donc un lieu où se crée un monde. Et ce qui me paraît extrêmement intéressant, c'est que celui qui joue a cette possibilité d'expérimenter des choses, d'éprouver une certaine liberté créative et créatrice, et de tester cette créativité. Et nous, comme adultes, à certains moments, on va la valider, cette créativité. On va l'accompagner. On va lui dire « Ah, c'est une bonne idée ». Certains des jeunes, des grands jeunes que j'avais en camp, avaient prévu la traditionnelle bataille de Polochon du camp, quoi. Enfin, bon, et je les ai félicités le lendemain parce que les chahuts qu'ils faisaient ou les blagues qu'on retrouvait le matin dans le bol du petit déjeuner, etc., parce qu'ils se levaient la nuit pour nous faire des blagues, je leur dis cette année, je trouve que c'est remarquable, vous avez été assez créatifs, ça a changé des trucs traditionnels qu'on avait. Voilà. Et je les ai félicités. Rien ne m'inquiète plus que des jeunes qui chahutent pas, vous savez. Et on a réuni un jour un petit conseil de guerre au Bon Conseil, parce qu'on envoyait les jeunes se coucher en camp, ils allaient se coucher. Et on leur disait de faire quelque chose, ils le faisaient, et jamais on avait de problème de ce type-là. Et un jour, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Nos jeunes sont atones, ils ont 2 de tension. Nous, on a passé notre temps dans les camps de jeunes, qu'ils soient scouts, je sais pas quoi, on va faire les andouilles. Et je dis, en fait, ces jeunes sont juste formatés et ils ont un manque puissant de liberté intérieure. Ils ne sont plus créatifs. Et sortis du jeu vidéo, ça ne faut rien créer. Ils sont totalement éteints. Et pour moi, le jeu, au niveau même spirituel, est le signe d'une liberté intérieure. Et un être qui ne sait pas jouer est un être qui, en fait, se prend trop au sérieux, se met en scène, se regarde, et qui ne veut pas perdre, et qui ne veut pas être pris en position de faiblesse, et qui, en fait, s'auto-censure, et qui, bien souvent, tout simplement, ne sait pas créer son jeu. Supprimer les écrans, dans bien des cas, et je ne dis pas que tous les jeux d'écran sont mauvais, mon but n'est pas de diaboliser des choses, mais donner 3 bouts de bois, un bout de chiffon, un tabouret cassé, et vos enfants, vous vous inventez un jeu qui va durer une journée entière. Et le jeu est le signe d'une vraie liberté intérieure. Et cette liberté intérieure, elle est une liberté aussi de l'âme, une liberté spirituelle. Et les stratégies qui vont se jouer dans le jeu vont être toujours, pour l'enfant, des moyens de vérifier des choses, de ce qu'il est, de ce qu'il veut vivre, de ce qu'il veut être. Et à nous de savoir lui dire, mais ce que tu veux être, si tu veux être ça, c'est qu'il y a quelque chose de ça en toi. Et les quelques fois où j'ai pu dire à un jeune, ce que j'ai vu dans le jeu de toi, là, tu vois, ça nous montre une puissance de vie qui t'habite dans tel domaine qui est absolument génial. Voilà. Et sans démagogie, en toute vérité. Cette parole d'éducateur, là, elle est un propulseur pour un jeune. Elle est un socle. Elle est un acte qui va lui donner confiance et qui va lui permettre d'aller de l'avant. Et vous voyez, l'éducateur n'est pas quelqu'un qui est là pour cadrer des jeunes. Il n'est pas là pour permettre aux jeunes de se refouler, pour plutôt refouler les jeunes et puis leur permettre de se contenir. Un éducateur va être un facilitateur de déploiement, au contraire. Mais ce facilitateur du déploiement d'une personne, de l'exaucement d'une personne, de la dilatation d'une personne, cette fécondité qu'il va pouvoir expérimenter, grâce à l'éducateur qui va le lui permettre, eh bien, elle va être aussi vécue dans une direction donnée, parce que si l'éducateur a une vraie source d'inspiration, s'il a une vraie unité de vie, et s'il a une finalité, alors il va savoir montrer à ce jeune que ce qu'il est, que ce potentiel de vie qu'il porte, eh bien, peut s'inscrire dans cette direction aussi. Et rendre plausible ce que porte le jeune. Tu vois, le projet que tu as, le projet de vie qui est le tien, eh bien, j'y crois. Et je veux te permettre de l'inscrire maintenant dans la réalité. C'est là où, quand on parle du jeu, on est appelé à parler des mondes imaginaires. Alors nous, les adultes trop raisonnables et trop sages, nous pensons que l'imagination, c'est la fuite du réel et la perte du temps. Voilà.
Or, la faculté imaginative dont Jésus fait abondamment usage dans ses paraboles, dont saint Ignace requiert l'usage pour faire oraison et pour prier, dans la recomposition d'une scène évangélique, la faculté imaginative, c'est une faculté de créer des images. Et nous créons des images de ce que nous voulons être, de ce que nous voulons vivre, de ce que nous voulons faire. Et tout l'art de l'éducateur, ça va être de permettre que ce rêve construit rentre dans la réalité. Non pas de le refouler, mais de l'inscrire dans le réel. Non pas de le frustrer, mais de l'orienter. Et d'amener à la joie de voir le rêve devenir réalité. Moi, je peux vous témoigner que mon rêve s'est réalisé. Je me suis rêvé à 18 ans directeur de patronage. Et je crois à l'importance de la rêverie. Et je plaide pour que l'éducateur ne soit pas celui qui va éteindre les rêves, mais qui va au contraire permettre que ces rêves puissent se concrétiser et qu'ils soient féconds. Cette puissance de vie qui habite un jeune, eh bien, il nous faut il faut l'accompagner, il faut être là, à ses côtés pour qu'elle existe. Pourquoi je dis que le jeu est un lieu spirituel? C'est parce qu'il me semble que dans ce monde imaginaire et dans ce jeu, en créant ces mondes, et nous créons un monde qui va permettre cette création des mondes, c'est-à-dire que nous créons un monde, un milieu paisible, unifié, harmonieux, qui va permettre à des jeunes d'avoir cette liberté de créativité, cette liberté de rêverie, cette liberté de jouer. Eh bien, en fait, nous allons rendre plausible un autre monde. Et c'est un certain Joseph Ratzinger qui, dans un livre sur la liturgie, honnêtement, vous n'avez jamais imaginé Joseph Ratzinger en train de jouer à la marelle, ou en train d'arbitrer une partie de foot. Okay, a priori, on ne le pense pas comme le champion de l'éducation, mais j'ai jamais lu quelque chose d'aussi prodigieux sur l'éducation et le jeu que sur la plume de Joseph Ratzinger. Il explique qu'un enfant qui ne joue pas sera éteint dans sa vie spirituelle, et que, précisément, la vie de l'âme, eh bien, pour pouvoir être en prise avec cet autre monde, le monde de Dieu, de l'action réelle de Dieu, parce que le spirituel, c'est pas du virtuel, c'est du réel, du concret, eh bien, il faudra qu'il ait eu la liberté, que son cœur ait eu la liberté de pouvoir vivre dans un autre monde. Alors, il y a beaucoup de chrétiens qui vont diaboliser tous les mondes imaginaires, les mondes fantastiques, etc. Je pense qu'un des plus grands auteurs spirituels, parmi les plus grands auteurs spirituels, moi je reconnais C.S. Lewis et Tolkien, qui sont des auteurs incroyables, qui ont su parler des choses de la vie spirituelle en donnant des images, justement, se servir de l'imagination pour imager la vie spirituelle. Et qui ont su, par ces images, donner une image visible de réalités invisibles. Et ce monde invisible que l'apôtre porte et qu'il veut transmettre, eh bien, il aura besoin d'images pour le porter. Il n'aura pas besoin d'abstraction, il aura besoin d'images. C'est pas pareil, une abstraction ou une image. Et finalement, dans ces mondes imaginaires que nous créons pour nos jeunes, moi j'ai fait des camps de ski entiers sur un des livres des chroniques de Narnia, sur le Seigneur des Anneaux, sur les légendes arthuriennes. Et dans ces mondes imaginaires, mais ce qui, sur la vie de l'âme, a pu se dire et s'exprimer est colossal. Et c'est là où, vous voyez, il me paraît intéressant de comprendre que nous, comme éducateurs, nous sommes finalement dans une position qui est d'une gravité considérable parce que nous sommes en position d'ouvrir l'âme d'un être. Je dis toujours à mes éducateurs de 17 ans, vous avez charge d'homme, vous avez charge d'âme. Et finalement, tout ce que vous allez être va imprégner leur âme. Ce que vous allez faire, ce que vous allez être va imprégner leur âme. Et du coup, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut que vous soyez sans faiblesse. Je suis en train de vous dire que lorsque vous êtes faible, il faut qu'il vous voie non pas orgueilleux mais humble.
que lorsque vous êtes faible, il faut qu'ils vous voient à genoux pour recevoir le pardon. Parce que c'est ça qui va imprégner leur âme, plus que celui qui cache sa faiblesse de manière orgueilleuse et mensongère. Quand vous avez charge d'homme, vous avez charge d'âme. Et nous sommes finalement dans cette position, je dis grave, parce que ce que nous avons en face de nous, nous leur ouvrons la vie, nous leur ouvrons le monde, et nous leur ouvrons pas simplement notre monde. Et je ne cherche pas à leur ouvrir le monde de Vincent de Mello. Et je cherche à leur ouvrir un monde beaucoup plus vaste, et pas simplement à les armer pour qu'ils affrontent le monde, mais aussi à leur donner le sens de ce monde, le sens de leur vie. Le sens de cet ordre dans une chambre, c'est qu'ils sont frères, et qu'ils doivent, en fonction de cela, se respecter. Le sens de leur tenue à table, il faut pouvoir rendre compte de pourquoi est-ce que nous voulons qu'un enfant finisse son assiette ou se tienne bien à table. Le sens de cela, c'est que là, nous vivons à table dans un moment de commensalité et de communauté, où justement, ce n'est pas la loi de l'arbitraire qui doit gouverner, de la violence, et que finalement, dans la mesure que je suis capable d'avoir, dans ma manière de me servir, eh bien, je suis en train de me connaître, je suis en train d'exercer la justice, d'exercer la délicatesse et la charité envers mes frères, et tous les gestes ont un sens. Et vous voyez, cette manière de sacraliser le réel, cette manière de refuser la cloison absolue entre les réalités naturelles et surnaturelles, entre le profane et le sacré, cette manière de dire que tout a de la valeur et que tout est beau, eh bien, je pense que c'est le regard particulier d'un éducateur qui a conscience que le monde qu'il crée va construire une âme humaine. Voilà. Et que ce monde, il va le créer de mille manières dans les choses de la vie quotidienne, comme dans les grands topos qu'il va faire, mais si les grands topos qu'il fait ne s'incarnent pas par la vie quotidienne, ce sera du baratin. Et voilà, moi, mes éducateurs, vous voyez, j'essaye de leur montrer que finalement, leur mission d'éducation, elle va aussi bien se jouer sur ces réalités du quotidien que sur le jeu, que sur la vie spirituelle, et qu'en fait, tout cela est complètement relié et qu'ils ont là une place à tenir comme adultes. Donc se former comme éducateur, il me semble, c'est peu à peu prendre conscience de cela. C'est peu à peu, comme dit saint Pierre dans son épître, rendre compte de l'espérance qui est en nous, c'est-à-dire pouvoir expliquer, rendre compte, verbaliser, comprendre. Il y a des choses que nous faisons par bon sens, par instinct, par intuition. Il faut pouvoir à un moment donné aussi en rendre compte. Et se rendre compte, ce n'est pas se justifier ou se chercher la justification, c'est aussi rendre raison de ce que nous faisons. Et puis se former comme éducateur, c'est avoir conscience que nous sommes, même à notre corps défendant, des témoins de quelque chose d'autre, des témoins d'un autre monde. Et que nous avons, et qu'en fait, par notre vie, par notre parole, par notre attitude, nous avons un témoignage à donner et qu'en fait, chaque acte a son importance, chaque acte est riche, chaque acte est dense. Voilà. Donc se former comme éducateur, il me semble que c'est une urgence et une nécessité. Et ce que je vous ai dit, vous voyez, je pourrais le rapprocher de 1000 exemples de ce qui manque à nos jeunes aujourd'hui. Mais vous avez, je suppose, fait le lien avec les jeunes que vous rencontrez. Il leur manque des adultes cohérents. Il leur manque des adultes qui ne sont pas simplement là pour leur donner des apprentissages parcellaires, mais pour leur donner une vision de la vie et de l'existence. Et ils ont besoin d'adultes qui les aiment et qui leur fassent confiance. Le pire qui puisse arriver à une société, c'est de ne pas aimer sa jeunesse. Et c'est d'en avoir peur. Et le pire qui puisse arriver à notre monde, c'est que finalement, nous nous désengagions de la jeunesse en se contentant de transmettre un savoir partiel et en n'allant pas à leur contact pour leur donner tout ce qu'ils ont soif de recevoir. Et ce que je constate au quotidien, c'est que lorsque les jeunes savent qu'ils sont aimés et qu'on leur dit, à ce moment-là, ils sont prêts à entendre beaucoup de choses. Et ils sont prêts à entendre des choses exigeantes. Saint Jean Bosco dit qu'il n'est pas suffisant d'aimer les jeunes. Il faut qu'ils sachent qu'ils sont aimés.
Et c'est notre mission de le faire savoir. C'est comme quand dans un couple où la femme se plaint que son mari ne lui dit pas assez qu'il l'aime. Il dit, mais oui, bon, je te l'ai dit, je t'aime, mais enfin, pour tout, ça suffit, quoi. Voilà. On connaît tout ça, enfin, Mars et Vénus, vous avez lu. Voilà. Mais nos jeunes ont besoin de savoir qu'ils sont aimés par le monde des adultes. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que j'entends souvent des éducateurs dire « mais moi je ne suis pas là pour me faire aimer, je suis là pour dire une vérité ». Nous, on n'est pas là pour se faire aimer au sens où je ne suis pas là pour, dans l'éducation, résoudre mon problème affectif parce que j'ai besoin de me sentir aimé. Parce que là, on quitte une certaine chasteté éducative et on quitte une juste position affective. Non. Ils ont besoin de savoir qu'ils sont aimés. Pourquoi ? Parce que s'ils savent qu'ils sont aimés, ils vont pouvoir exprimer de la gratitude. Et ils ont besoin d'exprimer de la gratitude. Pourquoi ? Parce que la gratitude, c'est de la fécondité. C'est quelque chose qui sort d'eux. S'ils savent qu'ils sont aimés, ils vont pouvoir avoir de la reconnaissance. C'est-à-dire, je les reconnais et eux, ils vont avoir de la reconnaissance. Et là, ils vont être féconds. Là, ils vont pouvoir eux-mêmes, par leur gratitude, exprimer quelque chose de leur cœur. Et il ne faut pas simplement que notre amour soit sens unique, il faut que notre amour leur permette eux-mêmes d'être féconds. Il faut qu'ils sachent qu'ils sont aimés pour pouvoir eux-mêmes porter du fruit. Et je finirai avec ça. Il me semble qu'un éducateur doit toujours se poser la question de savoir est-ce que ceux que j'éduque, je me contente de leur transmettre mon savoir, est-ce que je leur permets de le restituer ? Est-ce que je leur permets de porter du fruit ? Est-ce que je leur permets de redonner ce que je leur ai donné ? Est-ce qu'ils ont droit à la parole ? Est-ce que, finalement, ils sont maintenant détenteurs d'une parole qui les habite ? Est-ce qu'ils peuvent exprimer cette parole dans ce monde ? Oui. C'est finalement facile d'être dans une position d'autorité où, finalement, je transmets mon savoir. Mais à un moment donné, mon savoir suppose et m'engage, la transmission d'un savoir engage celui qui le transmet à rendre capable l'enfant de le restituer. Parce qu'il faut que ce savoir l'habite et qu'il puisse le redonner. On donne, pour que ce soit redonné. Des parents donnent la vie pour que leurs enfants puissent un jour la donner. Quand je prépare des gens au mariage, je leur explique ça. Je dis, vous ne vous mariez pas pour être parents. Vous vous mariez pour être grands-parents. Et c'est hyper important. Vous ne vous mariez pas pour avoir des enfants qui soient face à vous le reflet de ce que vous avez toujours rêvé être et que vous n'êtes pas, parce que vos frustrations, vous allez les transmettre en éducation. Vous n'êtes pas là pour que vos enfants soient des enfants modèles qui vous ressemblent ou qui ne vous ressemblent pas, ou pour régler vos problèmes personnels. Vous n'êtes pas là, non. Vous êtes là pour donner une vie à ce point que ceux à qui vous donnez la vie vont être capables de la donner sans vous. Là, vous aurez commencé à vraiment donner la vie. Votre mission de parent est réussie le jour où vos enfants peuvent la donner sans vous. Parce que ça veut dire que vous les avez engendrés à tel point qu'ils sont capables eux-mêmes de porter du fruit sans vous. Le jour où ils n'ont plus besoin de vous pour donner la vie, le jour où ils sont féconds, on peut dire que vous avez réussi. Et donc, ça se vérifie dans une classe, dans la transmission d'un savoir, ça se vérifie dans une cour de récréation, dans un patronage, dans un grand jeu, dans un camp de ski. Ça se vérifie à tous les niveaux et à tous les instants. Est-ce que je rends féconds les enfants qui me sont confiés ? Et vous voyez, si on réfléchit, c'est trop long et j'espère que le père Demestre un jour viendra vous parler de ça parce qu'il en parle de manière géniale sur les âges de la vie. Voilà, il vous expliquera dans cette formation d'éducateur le jour où il viendra qu'il y a un moment donné, il y a des rites de passage dans toutes les sociétés intelligemment structurées qui font passer de l'enfance à l'âge adulte, d'ailleurs en acceptant que l'adolescence est une fumisterie et que ça n'existe pas, et qu'en fait l'objectif c'est de rentrer dans le monde des adultes, et qu'il y a des rites de passage pour ça, et qui correspondent à l'âge de la puberté. Jésus fait sa bar mitzvah aussi, vous savez. Moi je suis invité à des bar mitzvahs dans la synagogue à côté du patronage, parce que j'ai plein de juifs au Bon Conseil, et c'est passionnant quand même, de voir comment un enfant juif dit au cours de sa bar mitzvah ce qu'il est en train de vivre. C'est quand même assez sidérant. On aimerait bien que tous nos jeunes Français se disent « Je suis heureux d'entrer dans le monde des adultes ». Quand même pas mal, dans une société, comme dit Tony Anatrella, qui est centrée sur le modèle adolescent. «
Je suis heureux d'entrer dans le monde des adultes. J'ai ma place dans ce monde et je compte la tenir. D'ailleurs, je vais vous lire un texte de la Torah, je vais vous la commenter. Devant 200 personnes. 12 ans, le gamin. D'accord ? Ça, c'est un être qui a de la fécondité déjà, vous voyez ? Eh bien, moi, dans mon patronage, à 12 ans, mes plus jeunes animateurs ont 12 ans. Voilà. Et là, cet après-midi, je les ai quittés, je leur ai dit, je vous promets, je parle de vous cet après-midi à ma conférence. Je vous quitte, mais je parle de vous, donc je vais essayer de pas... On a des inscriptions de Bon Conseil, 18 postes informatiques, d'accord ? L'enjeu économique pour le Conseil, c'est la survie, les inscriptions, 800 000 € de rentrée financière. Tous les postes sont tenus par des enfants de 12 à 15 ans. Et c'est eux qui apportent tous les chèques et l'argent liquide à la comptable et qui aident à la comptabilité pour les dépôts en banque. Voilà. Et c'est eux qui renseignent les mamans qui sont super stressées. Je veux mon cours de danse classique pour ma fille. Voilà. Et alors, la maman, elle arrive et elle tombe de 3 étages en elle-même, comme dit Gad Elmaleh, et puis elle dit, mais c'est des enfants qui m'accueillent et qui font mon inscription, qui peuvent répondre à toutes mes questions. Voilà. Et ces enfants, ils sont féconds. Ils ont leur place dans ce monde. On a arrêté d'avoir peur d'eux. Et cette fécondité, ce fruit qu'ils portent, ça les installe dans une confiance en eux. Et ils sont missionnaires. Hein. C'est-à-dire qu'ils ramènent les copains. Et c'est plus moi qui fais le travail, c'est eux. Voilà. Et en fait, ils ne sont pas missionnaires seulement au niveau spirituel, ils sont missionnaires parce qu'ils sont déjà éducateurs de leurs amis. Ils leur disent, non mais viens, tu peux prendre tes responsabilités aussi dans la maison, tu sais. Voilà. Donc là, on est en train de retravailler avec une école, par exemple, sur comment créer une culture de service dans l'école. Comment faire que chaque enfant ait l'occasion de rendre service dans l'école et tienne sa place dans ce monde. Comment l'école n'est pas simplement un truc où on gave les oies pour avoir un diplôme à la fin, mais comment ça va être un lieu de construction de la personne où je suis porteur moi-même de la vie, de ce micro-monde dans lequel je suis. Et comment est-ce que l'école crée un monde et donne une vision du monde. Voilà. Vous voyez que se former comme éducateur, c'est aussi aborder toutes ces questions-là. Hein. Et c'est aussi, du coup, remettre en cause parfois nos propres pédagogies pour vraiment donner toute leur chance à cette jeunesse et finalement permettre que demain, ils prennent cette société en main et qu'ils la fassent vivre et qu'ils l'édifient. Voilà, je suis désolé d'avoir été un peu brouillon dans tout mon propos, mais voilà, je vous ai partagé quelques convictions éparses qui seront, je pense, développées un peu dans cette formation d'éducateur dont on va vous parler maintenant, et j'espère ne pas vous avoir trop endormi. Merci.